Hello, chers collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Radioprotection. Je tiens à m'excuser tout d'abord pour la mauvaise qualité du son. Je n'ai pas mon micro habituel, je n'ai que l'enregistreur et en plus, je parle du nez, peut-être que tu l'entends. Donc du coup, j'ai pas la bonnette qui assourdit les... Bon, je vais pas faire exprès de faire des bruits de son et en plus, voilà, j'ai pas ma voix de d'habitude. Alors je veux juste partager avec toi ce petit moment de grâce. Je suis à Quimper, on est dimanche soir, je viens d'arriver pour faire une formation en intra et je regarde par le Velux, je suis sous les toits dans le centre-ville de Quimper et il y a un rayon de soleil qui vient frapper les toits de Quimper. Je viens juste de tourner la tête, c'est juste magique. J'avoue que c'est ce que j'adore dans mon nouveau métier de formatrice, c'est ces voyages, ces dépaysements et cette découverte des villes, mais mon Dieu que notre France est belle. Bref, ce petit moment de presque poésie qui n'a absolument rien à voir avec la radioprotection ou pas, je te souhaite donc à nouveau la bienvenue sur mon podcast dans un épisode que j'aime bien appeler Radiopreneur Mindset, où je débriefe une question qui m'a été posée par un de mes stagiaires pendant les formations. Deuxième anecdote avant que je rentre dans le vif du sujet, mais c'est une petite anecdote, et si jamais ça t'est déjà arrivé, si tu as des conseils à me donner, je prends avec grand plaisir. Ça fait maintenant presque 18 mois que je fais de la formation à temps plein. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de journées de formation. Et j'ai l'impression d'avoir une espèce de... Bon, là, je suis malade en ce moment, mais ça, c'est pas ça. Mais depuis un mois, une extinction de voix. Mes cordes vocales fatiguent. Bon, bref. Voilà, donc si jamais si toi-même tu es formateur et que tu as l'habitude de beaucoup parler et de solliciter beaucoup ces muscles, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, les cordes vocales, je prendrais bien tous tes conseils, et notamment parce que j'ai dû mettre le podcast en pause quelques semaines pour m'économiser et réserver ma voix pour les formations. Là, c'est revenu à peu près. Disons que déjà, ça ne me fait plus mal. Je peux parler presque normalement. Donc, je reprends ces épisodes après quelques semaines d'absence. Alors, mon ingé du son va me détester de poster cet épisode avant qu'il le travaille, mais Romuald, je t'embrasse, je te laisse tout le boulot pour mettre au propre cet épisode, je le reposterai quand il sera propre. Alors, la question du jour qui m'a été posée par une stagiaire qui est en formation initiale PCR, Manip Radio, dans un centre hospitalier de France, donc qui connaît quand même déjà le milieu de la radioprotection. Elle me demande, Stéphanie, est-ce qu'on est obligé d'avoir un RAN partout ? Alors je dois te dire que typiquement c'est le genre de question que j'adore, mais j'adore parce que déjà en premier lieu je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un RAN partout ? Eh bien oui, on est obligé d'avoir un RAN, chaque dossier administratif est porté par un RAN. Mais je te rappelle, je viens de te dire elle exerce dans un centre hospitalier, donc il y a plusieurs types de services. Il y a de la radio, il y a des blocs, il y a de la médecine nucléaire, il y a de la radiothérapie, etc. Et chaque service a nommé son RAN. Et j'avoue que c'est une façon de faire qui me surprend toujours. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Et instinctivement, je n'irai pas vers cette façon d'organiser la répartition des rôles entre l'employeur, le RAN. Bon, c'est une structure publique, hein, tu l'as bien compris, centre hospitalier. Mais c'est une situation que je rencontre où on peut avoir souvent le chef de service qui est nommé RAN dans une structure publique et l'employeur, le chef d'établissement, qui joue son rôle d'employeur. Et encore une fois, je marque toujours mon interrogation. C'est même plus que de l'interrogation, je me demande vraiment si les personnes qui sont nommées RAN ont la notion de ce que ça engage derrière pour elles. Bref, comment je fais pour décortiquer une question comme ça ? Bon, déjà, je vais creuser, voilà, pourquoi on est obligé d'avoir un RAN partout, dit Stéphanie, j'essaye je creuse, je lui fais exposer cette situation pour bien comprendre, pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, comment moi, je construis ma réponse ? J'avoue que, par exemple, typiquement, là, je lui dis, écoute, je peux pas t'amener de réponse là tout de suite, mais on va chercher, très bon exercice. J'ai déjà eu l'occasion de traiter ces questions de RAN, personnes morales et personnes physiques,
Donc, je sais dans quel texte on va les chercher, mais je n'ai pas la réponse précisément à ta question. Donc, on va aller chercher les textes, les fondamentaux ensemble. On va donc avoir la référence de l'article, on va chercher qu'est-ce que nous dit l'article en question. Donc, CRAN, en général, tu te doutes bien que c'est le code de la santé publique, mais l'ASN a quelque chose à voir là-dedans. Et toi, maintenant, une fois que tu as cette référence de texte et que tu sais ce que dit le texte, qu'est-ce que tu conseillerais en tant que conseiller en radioprotection? Alors, tout d'abord, le RAN. Donc le RAN, on le retrouve en fait dans le code de la santé publique. Et le RAN, c'est le responsable en fait. Il s'occupe de tout ce qui est radioprotection, de l'environnement, du public, des patients, des déchets, etc. Quand on parle de travailleur, on va aller chercher l'employeur. Quand on parle de tout sauf du travailleur, on va chercher le RAN. En gros, en simplifiant, on va faire ça comme ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est quand même bien de lire ces articles donc du Code de la santé publique, R 1333, alors du 9 au 17, de bien s'imprégner de ce qui est donné dans ces articles-là pour nous donner le rôle du RAN. Le rôle du RAN, c'est pas juste un nom, c'est pas, on donne pas la signature, on donne pas le nom de quelqu'un à un chef de service pour lui faire plaisir et lui montrer qu'il a une certaine importance. Il y a une vraie responsabilité. Je ne dis pas que le chef de service ne veut pas avoir cette responsabilité, mais il y a une vraie responsabilité, à mon sens personnel, au sens sur la personne, d'endosser ce rôle. Ne serait-ce que, par exemple, se voit prescrire les conditions d'élimination à ses frais des sources et des déchets. Alors, moi, quand on me dit le RAN, c'est tel chef de service, j'imagine que c'est donc tel chef de service personne physique, qui est donc nommé RAN, et donc c'est à ses frais à cette personne-là physique en propre, si jamais il y a le moindre souci dans l'établissement, de se voir prescrire les conditions d'élimination à ses frais, donc des déchets et des sources. Ce n'est qu'un exemple parmi, il y a une vingtaine de points, mais je trouve que rien que ce point-là devrait quand même alerter la personne. Parce qu'il est tout à fait possible d'avoir une personne RAN nommée en physique, mais il est aussi possible d'avoir un RAN, personne morale, représentée par une personne physique. Tu me suis toujours ? Bon, voilà. Mon propos là, c'est vraiment d'être sûr que la personne qui endosse le rôle de RAN a bien conscience de tous les rôles et toutes les responsabilités qui lui sont données. Tu sais, je reviens toujours à ma matrice RACI, les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Et quand on remplit cette matrice, RACI, qui est responsable, qui est l'acteur opérationnel, qui conseille et qui est informé, j'aime bien faire remplir dans un premier temps ce qui est vraiment dans le texte. On voit dans un deuxième temps, dans une deuxième lecture, comment l'établissement s'organise, comment toi tu t'organises dans ton établissement et dans ton organisation de la radio pro. Il peut y avoir des divergences, on peut déléguer une tâche, une mission, etc. Mais si je délègue une mission, je délègue la réalisation de cette mission. En aucun cas, je ne peux déléguer la responsabilité de cette mission. Si elle m'incombe à moi, je ne peux pas déléguer à quelqu'un d'autre la responsabilité de cette mission. Bref, on revient sur la matrice RACI et on écrit très clairement qui est responsable de telle et telle chose, qui est l'acteur opérationnel, qui conseille et qui informe. Bon, bref. Ce que je veux juste être sûr que la personne, le chef de service, par exemple d'imagerie, qui a pris ce rôle ou qui a accepté, qui a bien voulu signer ce rôle de RAN, personne physique, a bien conscience de tout ce que ça a comme enjeu pour lui. Alors, c'est vrai que avant les autorisataires, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait dire par un de mes stagiaires que j'étais un peu vieille, que je connaissais l'ancien temps. Bon, voilà, donc j'assume. Bon, ça fait un peu plus d'un an juste que j'ai quitté le monde de la radioprotection opérationnelle. Mais bon, voilà, ça c'était dit pour ce gentil stagiaire qui se reconnaîtrait si un jour il écoute ce podcast. Bref, dans un ancien temps, alors là, je suis vieille, j'assume, il n'y a pas de souci. On n'avait pas cette notion de responsable de l'activité nucléaire, on avait
l'autorisataire. On disait l'autorisataire. Et souvent, l'autorisataire, c'était effectivement le chef de service et puis l'employeur, le chef d'établissement, c'était l'employeur, le chef, en l'occurrence, par exemple, le directeur du centre hospitalier. Naturellement, quand le nouveau régime administratif est arrivé, je pense que les entreprises ont pris l'employeur, chef d'établissement, responsable de l'activité nucléaire, RAN, chef de service, l'ancien autorisataire. Mais il n'y a pas tout à fait, à mon sens, les mêmes obligations et les mêmes responsabilités derrière. Donc vraiment, je vous encourage à bien valider avec les personnes qui endossent ces responsabilités, qu'ils sont au courant de ce que ça demande. Notamment parce qu'il y a un lien très fort entre le responsable de l'activité nucléaire et le médecin coordonnateur. L'un découle de l'autre. Tout ça, on le retrouve, et c'est très curieux parce que dans le titre de la décision dont je vais te donner le nom après, on entend parler de médecin coordonnateur, mais pas du tout de responsable d'activité nucléaire, mais uniquement dans le titre, parce que dans le corps de la décision, on en entend parler, et c'est important. Donc cette décision, elle date de 2020, elle porte le numéro de 694, elle est portée par l'autorité de sûreté nucléaire, qui le 8 octobre 2020 donc, publie cette décision, et entre parenthèses, tu me diras, réfléchis 2 minutes, est-ce qu'une décision de l'ASN est opposable ? Je te donne la réponse à la fin de l'épisode, mais réfléchis à ça, est-ce qu'une décision de l'ASN en soi, en l'état, publiée par l'ASN est opposable ? Bref, en octobre 2020, l'ASN publie cette décision qui est relative aux qualifications des médecins ou chirurgiens dentistes qui réalisent des actes qui utilisent donc des rayonnements ionisants à des fins médicales, à de la recherche qui implique la personne humaine. Et donc, elle porte sur les qualifications qui sont requises pour ces médecins pour être désignés médecins coordonnateurs d'une activité nucléaire à des fins médicales ou pour demander une autorisation ou un enregistrement en tant que personne physique. C'est là qu'on trouve notre RAN en fait. Parce que dans l'article 5, il est indiqué, pas tout à fait remise de ma petite bronchite quand même, le responsable de l'activité nucléaire, donc notre fameux RAN. Lorsque c'est une personne morale, et ça peut tout à fait être une personne morale, lorsque c'est une personne morale, il désigne un ou des médecins coordonnateurs, et là on ne va pas rentrer, là ça fera l'objet sûrement de notre épisode, parce que c'est des sujets que j'adore, quelles sont les qualifications que ces médecins doivent avoir en termes de formation, de diplôme, etc. Cette nomination se fait après avis de la commission médicale d'établissement, donc dans le public c'est très bien connu, c'est commission médicale d'établissement, ou d'un organe, d'une instance qui lui est équivalente. Donc soit le RAN, le responsable d'activité nucléaire, c'est une personne morale, et en l'occurrence dans l'exemple de ma stagiaire, là ça aurait très bien pu être le centre hospitalier qui joue à la fois le rôle d'employeur et de responsable de l'activité nucléaire, personne morale, représentée par le chef d'établissement, toujours qui endosse les deux casquettes, employeur et RAN, désigne un médecin coordonnateur qui est en charge de coordonner la radioprotection du public et des patients. D'ailleurs, peut-être que des patients, alors ça sera creusé. Donc désigne ce médecin coordonnateur, et ce médecin coordonnateur, après l'avis de la CME, peut tout à fait être le chef de service, et il y a un vrai rôle important qui est donné là, mais l'ensemble des responsabilités réelles, pénales, financières, organisationnelles, etc., porte sur la structure. Le RAN doit pouvoir décider de mettre en place, doit pouvoir décider et avoir les moyens de mettre en place des organisations, d'acheter du matériel de protection, etc. Est-ce que le chef de service d'imagerie, aussi bien placé soit-il dans la CME, est-ce qu'il a réellement la volonté, je n'en doute pas, mais les moyens d'acheter et de mettre en place tout ce qu'il veut? Je ne suis pas sûre. Je pense que ça passe quand même par le filtre de la hiérarchie de l'hôpital et à un moment donné de la direction. Quand tu prends ton dossier ASN, tu verras qu'il y a comme 2 colonnes au niveau de la signature. Parce que là aussi, j'ai vu de tout, de tout. Les gens ne savent pas trop, ils signent partout. Soit tu es, alors je ne me rappelle plus si c'est à droite ou à gauche, tu m'excuseras cette petite, approximation. Soit tu signes sur la partie de gauche et le RAN est une personne morale, représentée, donc il y a la signature du représentant de la personne physique, qui peut tout à fait être l'employeur, la signature du médecin coordonnateur, qui peut être le chef de service, et la signature du CRP. Soit effectivement, le RAN est une personne physique, et en l'occurrence dans notre exemple, c'était le chef de service, et donc tu signes dans la colonne de droite, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien que ce sont 2 colonnes différentes. Eh bien, tu auras juste uniquement 2 signatures, le RAN, personne physique,
et le CRP. Et c'est vrai que dans ce cas-là, tu n'as pas de médecin coordonnateur. Tu n'as juste besoin d'un RAN personne physique. Pardon. Donc c'est dans ce texte Code de la santé publique et dans cette décision 694 de la SN que tu vas retrouver l'ensemble des notions sur le RAN et sur le médecin coordonnateur. Et c'est à mon sens de ta responsabilité à toi en tant que CRP de bien identifier les références de ce texte, de bien comprendre ce que disent ces textes et de porter un conseil à ton employeur, voire même peut-être à ton RAN, puisque physique, s'il c'est un RAN physique nommé, bien lui rappeler l'ensemble de ses rôles et de ses responsabilités. Voilà, au fait, alors une décision ASN, est-ce qu'elle est opposable en l'état ? Eh bien non, une décision ASN n'est pas opposable en l'état, il faut qu'elle soit validée par un arrêté d'application. Donc je n'ai pas le référence de l'arrêté d'application de la décision 694 de l'ASN, mais elle est applicable, je te l'assure. Voilà. Écoute, moi je suis vachement curieuse de savoir comment tu as organisé dans ta structure. Est-ce que tu as un employeur ? Est-ce que tu as un RAN ? Est-ce que tu as plusieurs RAN ? Est-ce que c'est des personnes morales ? Est-ce que c'est des personnes physiques ? Est-ce que tu as des médecins coordonnateurs ? Est-ce que tu en as un ? Est-ce que tu en as plusieurs ? Je vois de tout et je me rends compte qu'il y a peu de connaissances et de maîtrise du sujet par derrière. Voilà, écoute, si tu veux me rejoindre pour débriefer sur l'ensemble de ces sujets, j'avoue que la réglementation, c'est une des parties de la formation que je préfère, parce qu'à chaque fois je dis ça, dès que je parle d'une partie de la formation PCR, je dis que c'est ma préférée. Mais là, vraiment, sur la partie de la réglementation, j'adore. D'autant qu'en fait, moi, je ne fais rien, je te fais travailler et je suis là sur ma position de tuteur, donc j'adore. J'ai une formation renforcée, initiale et renouvellement du 22, médical du 20... non, renforcée en fait, c'est pas médical ou industrie. Bref, renforcée du 22 au 26 avril à Bordeaux. Et après, en mai et juin, j'ai des formations PCR niveau de secteur médical, renouvellement, source scellée et ou source non scellée. Je crois que j'ai Bordeaux et j'ai Lille aussi, voilà. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode pour avoir accès aux dates de ces formations si jamais ça t'intéresse. Et puis si tu veux papoter avec moi sans passer forcément par une formation, c'est tout à fait possible et avec grand plaisir. Je te laisse rentrer en contact avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une belle semaine. Ciao, ciao.